Bonjour à tous, bienvenue dans ce live dédié à la vie de professeur des écoles. Bienvenue, on va attendre que Victoria nous rejoigne. Bonjour à tous, bienvenue dans ce live consacré à la vie de professeur des écoles. Victoria arrive, elle nous rejoint dans quelques instants. Bonsoir. Bonsoir à tous, je vois que vous êtes déjà très nombreux à venir ici. Je ne peux pas tous vous nommer, mais en tout cas, bienvenue. On est absolument ravis, je suis ravie de vous voir et qu'on fasse ensemble ce live pour rencontrer et interroger Victoria. Donc Victoria qui est une ancienne élève d'Objectif CRPE, qui est actuellement professeure des écoles stagiaires, est en train de terminer son année de professeure des écoles stagiaires. Donc on va aller découvrir ce qu'elle a à nous dire sur ce beau métier qu'elle a découvert cette année, sur le concours bien sûr. Rejoindre d'ici quelques instants. Bonjour Victoria. Bonjour, bonjour à tous et toutes. Comment vas-tu? Ça va, merci, et toi? Super, super, je suis ravie de te voir. On est déjà très nombreux là dans ce live et on accueille beaucoup de monde ce soir. Oui, bon, bah super, j'espère que je pourrai répondre à certaines questions. Je suis sûre que tu auras plein de réponses et en tout cas, ton histoire et ce que tu as raconté intéresse beaucoup de personnes. On se donne encore quelques minutes. Est-ce que tu es bien installée? Tu es prête à démarrer? Oui, oui, je suis prête. Je ne sais pas si vous me voyez bien ou si vous m'entendez bien. En ce qui me concerne, je te vois, je t'entends parfaitement. Peut-être dans le chat, si vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, si tout se passe bien. N'hésitez pas, d'ailleurs, évidemment, tout au long du live, à poser vos questions. On essaiera d'y répondre au fil du temps. Et merci d'ailleurs à ceux qui ont posé leurs questions sur nos stories. Ok, merci beaucoup à la personne qui a confirmé qu'il nous entendait. Et donc, merci à ceux qui ont posé des questions via nos stories. Donc, on les a notées et on va bien y répondre. Et on va tâcher de répondre à toutes vos questions ce soir, en tout cas, Victoria. Eh ben, je crois que tout le monde nous entend, donc je te propose qu'on démarre. Est-ce que tu pourrais, avant toute chose, te présenter, Victoria? Peut-être moi, juste très rapidement, pour être sûr que tout le monde sache. Donc, je suis Eugénie Arrière-Dubruch, je suis directrice d'Objectif CRPE. Donc, on prépare les candidats au CRPE comme Victoria, qu'on a été ravis d'avoir parmi nos élèves il y a quelques temps. Et donc, voilà, pour ma présentation très rapide, et voilà pourquoi je suis là ce soir, Victoria. Et à toi, Victoria, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu d'où tu viens et qui tu es? Oui, alors du coup, j'ai commencé en tant que suppléant. Donc, je viens du Grand Est, à Metz. Et du coup, j'ai fait 2 années en suppléance après mon master MEF que j'ai eu en 2019. Et bon, j'ai eu pas mal de mal à... Donc, c'est que cette année que j'ai pu être PES. J'ai fait 2 années de suppléance la première, la deuxième en moyenne section. Et cette année, donc, je suis PES en CE2, toujours à Metz. Génial. Donc, du coup, cette année, tu as eu le concours de l'année dernière, c'est ça? Ah oui, session celle de l'année dernière, la C'est ça. dernière du dernier concours, vu que ça a changé cette année. Absolument, ouais. Il y a une réforme qui a commencé là à partir du CRP 2022. Alors, quelqu'un nous signale que ça coupe un peu. Oui, on peut avoir des petits problèmes de connexion, donc n'hésitez pas à nous dire. Donc, pour résumer, Victoria a été suppléante en grande section, puis en petite section, c'est ça. Et maintenant, elle est en CE2. Comment? CE1 la première année, moyenne section la deuxième, et cette année, je suis en CE2. Voilà, ok. Bah, tu vois, ça avait coupé pour moi aussi. Ok, et d'où te vient cette envie d'être professeur des écoles? Comment ça t'est venu? Alors à la base, je voulais être professeure d'italien, donc j'ai démarré une licence que j'ai obtenue. Mais finalement, à travers mes stages, ce que j'ai préféré, c'est déjà le public, les plus petits. Je me sentais plus à l'aise. Et en primaire, maternelle, on touche un peu à tout et c'est moins redondant par rapport à une spécialité. Donc c'est pour ça que je préférais m'orienter vers le master MEF et je ne regrette absolument pas aujourd'hui. Génial. Je vois passer une question dans le chat pour quelqu'un qui rebondit. Tu disais que tu étais suppléante pendant 2 ans. Est-ce que tu confirmes que c'est la même chose que contractuel? Alors je sais pas, moi je suis dans le privé, du coup j'ai peut-être pas précisé au début. Donc
pas si elle était un spécifique par rapport au privé ou pas. Mais en tout cas, oui, c'était comme être remplaçante en fin de compte. On m'attribuait des fois, soit à l'année, soit à moi par mois, en fonction des besoins. Et donc, c'était vraiment la fonction de remplaçante au final. Ouais. Donc effectivement, c'est le même principe que dans le public, les contractuels qui ont un contrat CDD qui peut être et qui peuvent avoir des postes ponctuels ou sur l'année. Donc toi, en l'occurrence, effectivement, tu es dans le privé, mais les contrats ou les termes divergent, mais le fonctionnement est le même. Ok, et donc ma question est la suivante ensuite. Donc quand tu t'es décidé de t'orienter vers le CRPE, après avoir décidé finalement de ne plus vouloir être prof d'italien dans le secondaire, déjà, comment as-tu décidé de préparer le CRPE? Tu as fait une prépa, comme je sais. Est-ce que tu as été dedans et pourquoi est-ce que tu as choisi en fait de passer par une prépa? Alors du coup, j'ai choisi de passer par une préparation parce que ben, j'étais seule pour me préparer. J'ai passé mon master MEF dans le public, mais on nous disait clairement que ben, c'était pas pour se préparer au concours, mais vraiment pour obtenir le master. Donc on avait une préparation optimale. Donc je me retrouvais finalement au concours sans avoir forcément bien réussi. J'ai fait 2 années en tant que candidat libre et je me suis pas du tout donné les moyens, je révisais pas suffisamment. Donc j'y suis vraiment allée en touriste, comme on dit. Et donc, quand j'ai su que le concours allait changer, pour moi, bah, c'était la dernière année où je pouvais l'avoir. Donc, j'ai vraiment tout misé. Je me suis renseignée sur les différentes préparations qui pouvaient exister. J'ai eu contact, du coup, avec Alexis. Je ne sais pas s'il est encore chez vous. Tout à fait. Il m'a appelé. On est resté très longtemps au téléphone, d'ailleurs. Je le remercie encore. Il m'a bien motivée. Et du coup, j'ai choisi Objectif CRPE, justement, ben, pour me motiver, pour les cours, pour me remettre à niveau également. Et ça a fonctionné. Génial. Félicitations et tant mieux que ça t'ait aidé. Et tes concours, du coup, comment ça s'est passé? Donc, je rappelle que tu l'as passé dans le privé. D'ailleurs, il y a une question à ce sujet. Pourquoi le choix du privé? Et ensuite, est-ce que tu peux nous dire un peu quel a été ton ressenti? Là, c'est la période des oraux en ce moment, donc peut-être certains parmi nous sont en pleine période d'oraux. Donc, je serais intéressée d'entendre toi comment tu l'as vécu. Alors, du coup, je prends la première question. Je suis désolée, ça coupe. Vous m'entendez? Victoria, est-ce que tu es parmi nous? Je vais en profiter peut-être pour répondre à quelques questions du chat en attendant qu'on retrouve Victoria. Donc, on avait une personne qui plaît en tant que CDD avant de passer le concours. Mais ensuite, bien sûr, vous êtes d'abord stagiaire une première année. Je vais la faire re-rentrer dans le live. Est-ce que vous m'entendez? C'est les aléas du direct. Est-ce que ça va Ah, mieux? est-ce que ça va mieux? Oui, ça coupe aussi de mon côté quand tu C'est parles. encore un petit peu haché.
Ah, j'ai l'impression Est-ce que ça va là? que ça revient. Ça revient. J'espère que ça va bouger. Désolée du coup. Écoute, ça arrive, on croise les doigts pour que ça tienne jusqu'à la fin du live. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, 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 là j'entends bien. J'espère que tout le monde entend aussi. Ok. Bon, espérons aussi. J'avoue qu'habituellement, on fonctionne sur un principe de live plutôt sur Facebook et YouTube. On teste les premiers lives Instagram et c'est vrai qu'avec le téléphone, ça peut introduire un petit aléa technique. Donc c'est bien, on teste, on découvre et espérons qu'on arrive au bout de ce live et qu'on puisse répondre aux questions de tout le monde. Alors, où est-ce qu'on en était, Victoria? Ah oui, tu racontais ton choix de passer le concours dans le privé, l'expérience du concours. Oui, alors du coup, j'ai choisi le privé parce que ben, j'ai validé mon master en 2019 et sans le concours, ben, c'était compliqué d'exercer. Et c'est le diocésain de Metz qui m'a contacté. Il y avait une application et on m'a répondu rapidement. Et c'est eux qui m'ont laissé l'opportunité du coup d'exercer, de voir si c'est vraiment ce que je recherchais. Et donc, ben, par mesure, j'arrive- je ne me voyais pas trop aller le passer dans le public. Donc, j'ai choisi le privé par rapport à ça. Ok. Et ton concours alors, comment ça s'est passé? Parce que le concours, je rappelle, est le même qu'on soit dans le privé ou dans le public. Ce qui peut changer, c'est éventuellement le jury. Mais donc, tu as passé les mêmes épreuves. C'était les mêmes épreuves. Simplement, du coup, il y avait beaucoup moins de places dans le privé que 8 places l'année dernière. Donc, ça rajoute une pression en plus. Ouais, Mais du coup, ça va, ça se fait pas encore. Mais au niveau des épreuves, oui, les écrits, donc ça s'est globalement bien passé. Moi, ma bête noire, c'était les maths. Donc, je me suis entraînée vraiment beaucoup avec RPE. Et en parallèle, je travaillais également beaucoup le français. J'arrivais mieux le français, mais je me suis dit que c'était bien aussi de le travailler pour gagner des points. Et effectivement, j'ai réussi à gratter le plus de points en français. Donc, les maths, c'était pas terrible, terrible. J'ai eu 23, je crois, sur 40. Et j'ai eu 33 en français. Donc globalement, c'est c'était bien. note, oui. Les concours blancs aussi m'ont beaucoup aidé. Et du coup, c'est vrai que je pense que ça m'a mis dans l'entraînement. Moi, mon problème, c'était le temps aussi au concours. Et donc, le fait de se mettre en condition sur les concours blancs, ça m'a beaucoup aidé. Donc, je me suis vraiment forcée à les faire dans le temps du concours et ça s'est bien passé. J'ai réussi à le gérer du coup le jour J et c'était important. Du coup, au niveau Génial. peut-être des questions par rapport aux oraux plus précisément. Oui, comme c'est un petit peu la période, peut-être que tu peux raconter aussi ton expérience des oraux, peut-être rassurer un peu ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être en train de passer les oraux du CRPE. Oui. Alors du coup, moi j'ai passé trois épreuves. Une épreuve en EPS, une épreuve en mise en situation professionnelle et l'autre sur un dossier que j'ai choisi. Donc j'avais pris langue vivante. Et alors les épreuves, c'est ce qui est vrai, ce que les préparateurs disaient, c'est qu'il fallait pas du tout se fier aux apparences de il me regarde bizarrement, il souffle, ça veut dire que je dis n'importe quoi, ça lui plaît pas. Effectivement, ça ne voulait rien dire parce que j'ai un examinateur qui me paraissait très froid, il a rien laissé paraître. J'ai eu une excellente note. J'ai eu 80. Je crois que l'épreuve sur le dossier, c'était sur 100, si je dis pas de bêtises. Ouais, à l'époque, ouais. Donc ça a changé cette année. 97 sur 100, donc c'était une super note. Et Bravo. finalement, le ressenti que j'ai eu en sortant, c'était pas du tout bon. Je suis là en me disant, bon, bah voilà, j'ai donné le maximum, on verra bien ce qui. Mais c'était vraiment compliqué de savoir est-ce que ça a plu ce que j'ai dit, est-ce que j'ai bien dit les choses, est-ce que j'ai pas oublié quelque chose d'important. Donc vraiment, le conseil que je donnerais, c'est de pas se fier aux apparences que les examinateurs peuvent laisser. Donc voilà. Les oraux, si certains n'ont encore pas passé les oraux, on nous avait donné le conseil de préparer un plan type qui peut fonctionner dans tous les sujets, avec une introduction et une conclusion. Et ça m'a fait gagner vraiment beaucoup de temps dans la préparation. Donc c'est un autre conseil que je pourrais donner, c'est vraiment préparer un plan type
avec des trous, par exemple. Par exemple, je prends le PS avec les chants, les apsas. On apprend les différents apsas. Et donc, dans l'introduction, préparer l'introduction type. Et après, ben, par rapport au sujet, ajouter ou supprimer des choses. Mais ça fait gagner vraiment beaucoup de temps. Et en se préparant comme ça, on est plus à l'aise le jour J. Super intéressant, merci pour ce conseil. Donc, préparer un plan à l'avance type, quitte à l'adapter un peu. Est-ce que tu as des techniques aussi, je ne sais pas si tu es du genre un peu stressée, nerveuse avant un oral, est-ce qu'il y a des techniques qui t'ont aidé un peu à te détendre à la veille d'une épreuve orale? Moi, c'est la musique. Du C'est coup, la musique, t'écoutes de la musique? on m'a beaucoup dit, et ça, la méditation, mais j'avoue que sur moi, la méditation, ça n'a pas du tout fonctionné. Oui, on apprend à se connaître et pour le coup, moi, c'est la musique. Donc, se détacher complètement des fiches. La veille, c'était dur pour moi. On m'avait dit une semaine avant qu'il fallait s'en détacher. J'ai pas trop respecté le contrat là-dessus, parce que pour moi, il fallait à la dernière minute. Mais la veille, j'ai quand même réussi à me détacher et écouter la musique. Et c'est vrai que pour le coup, se laisser un temps la veille pour, pour se détacher complètement du sujet, ça aide le jour J. On n'arrête pas complètement paniqué. Je sais plus rien, parce que c'est aussi ce que je me suis dit le jour J. J'ai l'impression de plus rien savoir. Et finalement, on se rend, enfin, le stress fait beaucoup et qu'on sait quand même plein de choses et que après, au fur et à mesure de l'échange, ça revient spontanément. Ça, c'est très, très vrai. Tout le monde quasiment a ce ressenti-là le jour J de ne rien savoir et effectivement avec des techniques, ça peut être se préparer son plan, comme tu disais, écouter de la musique, la méditation si ça marche, peut-être pas avec toi, peut-être avec d'autres, chacun son truc, mais essayer de souffler un petit peu et de se relaxer. Ouais. Génial, merci pour ces conseils. Je vois qu'il y a quelques questions, j'y réponds juste rapidement si tu veux bien Victoria avant de poursuivre. Quelqu'un demandait quelle était la nouvelle réforme, parce que Victoria l'année dernière a passé l'ancienne version du concours. On ne va pas s'apesantir dessus dans ce live, hein, parce qu'on peut vraiment écouter Victoria. Je vous invite à aller sur la page YouTube d'Objectif CRPE. Vous avez plusieurs lives avec le CRPE et on donne les détails des nouvelles modalités du concours. Voilà, c'est le meilleur endroit où trouver. Et sur notre site internet également, on a une page dédiée à la réforme du CRPE à partir de 2022. Voilà, c'est une petite parenthèse pour répondre aux questions un peu récurrentes. Je te propose qu'on avance. Donc, il y avait une question aussi qui venait d'une story. Est-ce que le classement au concours détermine notre affectation? Alors, la réponse n'est pas la même dans le public que dans le privé, mais déjà dans le privé, quelle a été ton expérience du classement? Alors du coup, non. Le classement du concours, d'ailleurs, on n'a même pas eu notre classement, nous, pour le coup. On savait juste qu'on était les 8 et demi et qu'on était pris et qu'il fallait donc qu'on soit en année d'alternance. Cette année, du coup, ben là, j'ai fait un peu au mois de mars. On a reçu un tableau, en fait, avec les villes possibles où il y avait des postes vacants ou susceptibles d'être vacants. Donc, on fait les vœux. Donc, ça ne veut pas dire que ben, ça sera forcément respecté. Et ensuite, il y a une commission qui se réunit. Donc, moi, ce sera en juillet. Et ils peuvent nous envoyer. Moi, du coup, pour le Grand Est, c'est 54, 57, 55 et 88. Donc, ça partagé en 8 départements. Et en fonction des besoins, ils peuvent nous envoyer où bon leur semble. Donc, non, notre place au concours ne définit pas notre poste et ça nous laisse une marge en disant bah, bien positionné, donc je peux être mieux placée. Non, du coup, ça ne fonctionne pas comme ça. Ok, intéressant. Alors pour info, dans le public, c'est un petit peu différent. Le classement au concours donne plus de points qui permettent d'avoir plus facilement ses premiers choix. Après, c'est toujours la loterie, hein, que ce soit privé ou public. Ce que tu dis, Victoria, c'est que malgré tout, il y a un choix qui est fait par l'académie et c'est impossible de savoir où on sera affecté, si on sera affecté près de chez soi, en début de carrière en tout cas. Merci Il y a pour des cet éclairage concernant privé. Oui. approches qui permettent d'être un peu privilégié par rapport aux autres quand on est marié, quand on a des enfants, quand on a une situation particulière du coup de famille. Et il y avait un dernier point qui pourrait rapprocher bah, l'ancienneté du coup. Ouais, absolument. Bon, ça, c'est pareil, privé, public. Effectivement, les points de l'ancienneté et les points de la situation personnelle. C'est ça. Bien.
Je viens de voir passer dans le chat une question concernant les situations de handicap et les personnes qui ont une RQTH. Je vous renvoie, si ça vous concerne, sur notre page YouTube où on a un live qui s'appelle Devenir professeur des écoles où je détaille à un moment tout ce qu'il faut savoir sur le passage du concours en situation de handicap. Ok, bon, on finit. Donc ça, c'était la première partie où tu parlais un petit peu de toi, ton expérience du concours, de la prépa. Tu nous as un petit peu parlé en début de live, voilà, ton choix d'aller dans le privé, d'être suivi, accompagné par une prépa pour pouvoir te sentir moins seule et t'entraîner, te remettre à niveau. Et ton expérience du concours, un peu stressant, mais avec des techniques que t'ont donné les professeurs. Je vois que quelqu'un pose la question, qu'as-tu pensé de la préparation d'objectifs CRPE? Peut-être en deux mots, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est une personne qui demande dans le chat. Donc peut-être pour finir, avant qu'on passe à la partie professeur des écoles, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton témoignage? Mon objectif, c'est Oui, s'il te plaît. oui. Alors du coup, ben, comme j'ai dit, je ne regrette pas. C'est pas du tout pour faire la pub d'objectif RPE, mais je me suis vraiment sentie accompagnée. Les lives des vendredis également, où on pouvait poser plein de questions, c'était super intéressant. Et quand on avait une question, ben, on savait qu'on pouvait soit la poser pendant ce live-là ou échanger par mail. Donc c'est vraiment intéressant de savoir qu'on a, c'est pas une année facile. Le concours, il est vraiment très dur. Et quand on a des interrogations, ça fait du bien de se dire, ben, on va pouvoir m'aider, on va pouvoir y répondre. Les professeurs aussi étaient disponibles par mail. Donc on a vraiment appris ça. On a créé une petite communauté, on va dire, de camélias. Nous, c'était l'année dernière. Donc, c'était vraiment super intéressant aussi de pouvoir échanger avec des personnes qui vivent la même chose que nous au final et de se rendre compte ben, que finalement, on n'est pas tout seul. Au niveau des vidéos, les remises à niveau m'ont beaucoup aidé aussi. Et en fin d'année, on a reçu le kit, je sais pas si ça s'appelle comme ça, le kit des vidéos pour se préparer en tant que PES pour les admis. Donc là aussi, on n'était pas lâchés à l'aveugle. On a eu vraiment des vidéos qui nous ont aidés à se mettre dans le bain progressivement. Donc c'était vraiment, on a échangé avec les autres. Génial, merci Victoria pour ce témoignage et de dire un petit peu les traits saillants de la prépa qui ont bien marché pour toi. Et c'est une parfaite transition. Tu parlais du stage de pré-rentrée qu'on propose à nos élèves admis pour préparer leur année de stagiaire professeur des écoles. Donc, parfaite transition pour la deuxième partie de ce live. Hein, parler un petit peu de ta vie de jeune professeur des écoles stagiaire et puis peut-être un petit peu là. Donc, comment toi, une fois que tu avais le CRPE en poche, concrètement, comment tu t'y es pris pour préparer cette rentrée? Tu as parlé un peu de ce stage. Voilà, est-ce que tu as d'autres conseils ou d'autres choses que tu as faites qui t'ont permis de préparer ta première année? Alors du coup, je me suis appuyée sur les vidéos qu'il y aura en ligne pour les amis, j'imagine, dans un premier temps. Ensuite, du coup, j'avais des collègues grâce à mes suppléantes. Donc j'ai pu poser des questions, leur demander comment elles préparaient l'année en fin de compte. Donc je me suis appuyée de leurs conseils. J'ai regardé des vidéos YouTube. Donc par exemple, je me posais les questions comment bien faire son entrée. Du coup, moi, c'était en CE2. Comment réaliser la progression. Et finalement, il y a des maîtresses qui ont des chaînes YouTube ou des comptes Instagram. Et elles proposent vraiment des vidéos intéressantes. Donc si vous avez des questions, parfois sur YouTube, sur le blog de certaines maîtresses, j'ai plus les noms là en tête, mais je pourrais les trouver si besoin. Mais il y a plein d'informations intéressantes et ça donne des idées. Qu'est-ce qui te faisait le plus peur avant ta première rentrée? Qu'est-ce qui te stressait, sur lequel tu avais besoin d'avoir de la formation ou des idées? C'était vraiment sur la progression programmation. Comment je vais réussir à appliquer toutes les notions du long de l'année, dans quel ordre. Du coup, c'est vrai qu'on apprend progressivement à se détacher un peu des fichiers. J'ai mon fichier de maths, par exemple. On se dit, ben, je l'ai là, je l'ai pris à côté pour donner un exemple. Dans les premières pages, en fait, il montre toujours une progression par domaine ou par période. Du coup, parfois, on se dit, ben, là, c'est un fichier, on n'a plus qu'à suivre les fiches. Et finalement, quand on analyse, ben, on se rend compte que c'est pas le fichier.
Et ça a été un travail que j'ai fait avec ma tutrice cette année. C'est vraiment de se positionner et de se questionner qu'est-ce qui est le plus logique pour les élèves. Donc, de vraiment travailler par séquence et de se dire que parfois, ben, les fichiers, les manuels, c'est pas forcément des clés en main et qu'il faut prendre un peu de recul et de se dire, par exemple, dans la multiplication posée, si on fait une séance en septembre et une autre en décembre, pour eux, ça aura aucun sens. Donc, c'est vraiment le conseil que je donnerais et qu'on m'a donné aussi cette année, de se détacher des manuels et de prendre du recul justement par rapport à tout ça. Super intéressant, ouais. C'est vrai qu'on peut avoir tendance à se rattacher à des fiches. Toi, tu dis que c'est tes collègues, c'est ta tutrice qui t'ont un peu aidé à avoir un peu cette expérience de terrain pour adapter les cours aux élèves. Oui, c'est ça. Parce que bah, du coup, je me suis dit, bah, super, le fichier de maths, il est prêt, j'ai plus qu'à l'appliquer. Et finalement, je me rendais compte que les élèves, ils n'étaient pas du tout réceptifs. Et Hmm. je les perdais, quoi, au final. Donc, je m'en suis rendu compte en octobre. Donc, c'est suffisamment tôt pour pouvoir rectifier le tir. Et donc, j'en discutais après avec ma collègue. Et effectivement, elle me disait, mais on ne suit plus le fichier parce que c'est pas logique. Et du coup, ça n'a Hmm. pas de sens. Est-ce que du coup, tu as été surprise? J'ai deux questions, une question précise et une question plus large. Est-ce que tu as été surprise par la quantité de travail et de préparation que ça demandait ou est-ce que tu t'y attendais? Et plus généralement, la deuxième question, qu'est-ce qui t'a le plus surprise dans cette première année? Enfin, c'est vrai que tu avais été enseignante avant, mais voilà, en début de carrière, qu'est-ce qui t'a le plus étonné sur ce métier? Deux questions. Ce qui m'a le plus étonnée, c'est la quantité de préparation en amont des séances. On a un peu trop ben, les profs, ils sont en vacances tous les 6 semaines. S'ils ont le niveau de classe pareil, ben, ils appliquent ce qu'ils ont fait l'année suivante, c'est la planque. Mais non, en fait, on n'est pas du tout dans dans cette optique-là. Et je pense que c'est important de le souligner. Après, ceux qui le vivent ou ceux qui ont fait des études, ils le voient par eux-mêmes. Mais moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est vraiment le travail en amont. Je perds beaucoup de temps à chercher le contenu de mes séances, livres sur Internet, on trouve plein de choses. Et j'ai été en formation il y a 2 semaines. Et on m'a conseillé, quand on cherche en fait le cœur de notre séance, de se laisser 10 à 15 minutes maximum. Et de se dire au bout de ces 10 à 15 minutes, bah, j'ai trouvé mon activité, je sais ce que je vais faire, où je vais les amener et pourquoi. Là, en fait, on se perd trop et on passe des heures finalement à chercher ce qu'on veut, on l'a pas trouvé, donc heures pour pas grand-chose au final. Donc Hmm. c'est là que je mettrais l'accent. Ouais, se préparer à une grosse charge de travail et du coup se forcer un peu à canaliser son envie d'aller chercher toujours plus, peut-être se rassurer aussi, à trouver plus de contenu, alors qu'en fait en 15 minutes on a déjà trouvé l'essentiel. C'est ça. Et après, on se disperse, après, on trouve des projets et puis on perd le cœur de ce qu'on cherchait. Donc, on m'a vraiment conseillé de se donner 10 à 15 minutes et de se dire, bah, au bout des 10 à 15 minutes, j'ai trouvé ce que... Et du coup, ça permet d'avancer plus vite. Super intéressant. Il y a une autre question, on a un peu parlé de la charge de travail, des progressions qui peuvent faire un peu peur à un jeune professeur des écoles. Il y a aussi la relation avec les parents, ça revient beaucoup dans les questions. Comment ça se passe pour toi en tant que jeune EES, la relation avec les parents d'élèves? Alors, du coup, ben, sur mes 3 années, si je parle globalement, ça s'est quand même bien passé. Euh, je pense que c'est important dès la réunion de rentrée. En fait, ce qui met le ton de l'année, c'est la réunion de pré-rentrée. Donc, vous allez vous présenter, dire comment vous allez travailler, pourquoi, donner les règles un peu de vie de classe. Et je pense que c'est le moment où les parents vont se dire, ben, je peux lui faire confiance ou je ne peux pas lui faire confiance. Hmm. Si par exemple, notre réunion de pré-rentrée, on part un peu dans tous les sens, les parents se perdent aussi et vont se dire, ben mince, si elle est comme ça en tête, c'est compliqué. Donc c'est vraiment et c'est le conseil qu'on m'a donné, de préparer sa réunion de pré-rentrée le maximum. On m'a même conseillé d'établir un PowerPoint comme support, ça les parents peuvent suivre. Et c'est le moment clé où on va avoir un premier rapport. Après, tout au long de l'année, je fonctionne beaucoup par rendez-vous téléphonique ou présentiel. Donc, je n'hésite pas à dire aux parents qu'ils peuvent me solliciter si besoin à tout moment pour parler des difficultés, mais aussi parfois des réussites. Et c'est vrai que quand on se voit en entretien, on dit beaucoup ben, ce qui ne va pas. Mais les parents et l'élève aussi ont besoin de voir ce qui fonctionne, leurs points forts. Donc,
Je m'appuie beaucoup sur ces échanges. Je prends vraiment le temps pour le coup. Ça compte dans les 18 heures, je crois. Si je dis pas de bêtises, c'est compté en fait de voir les parents dans nos heures. Mais je pense que depuis le début, j'ai largement dépassé le quota des heures fixées. Bon, après, je compte pas, mais on se voit vraiment régulièrement. Surtout pour les enfants qui ont il y a une élève qui a un PPRE qui devait être mis en place, une autre qui a un PAP. Du coup, ben, en parent est important de se dire, ben, on a mis ça en place. Donc, on se voit pour mettre les choses en place. Ensuite, on se revoit pour voir l'évolution, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et ça rassure vraiment les parents que vous montriez que vous êtes présents et c'est surtout ça. C'est génial. Tu peux rappeler juste PPRE et PAP pour les personnes qui nous suivent, à quoi ça fait référence? Oui, alors du coup, le PPRE, c'est vraiment pour des difficultés ponctuelles. C'est un programme personnalisé pour la réussite où on va mettre des choses en place, des adaptations pour aider l'élève à surmonter une difficulté ponctuelle. Et du coup, le PAP, ben, c'est vraiment plus précis. C'est par exemple pour les élèves qui sont plus en difficulté, on a une adaptation plus sur le long terme et le PAP peut être suivi tout au long du cycle, voire tout au long de l'élément. Et est-ce que ça pose la question de la différenciation? En fait, tous les élèves ont des besoins différents et certains en particulier. Est-ce que c'est quelque chose qui pour toi est un enjeu de- comment tu abordes cette question de différenciation et la gestion d'un groupe très hétérogène dans ta classe? Alors, comment je l'aborde? Ben, j'ai trouvé des petites pistes de résolution, mais c'est vrai que la différenciation, ben, je peux absolument pas dire aujourd'hui que je suis au clair avec ça et que ma classe roule avec des ateliers. Non, pas du tout. C'est vraiment un travail et les formateurs nous le disent de longue haleine, comme on dit. Et ça demande vraiment beaucoup de lecture, beaucoup d'expérience aussi. Parce que parfois, ben, ça fonctionne avec un dans une classe, mais si on l'essaie avec l'année suivante, ben, ça fonctionne pas. Donc, c'est vraiment rechercher ce qui vous convient, ce qui convient aux élèves. Moi, comme piste, je travaille beaucoup le travail de groupe. Donc, j'ai commencé par un travail de groupe par niveau, en fait. Et finalement, je me suis rendu compte que les élèves s'enferment trop ben, je me mets l'étiquette ben, je suis le groupe des faibles ou je me mets l'étiquette je suis le groupe des forts. Donc, finalement, j'alterne aussi avec les groupes d'affinité pour un travail qui me permet d'alterner sans qu'ils sachent en fonction des points, bien sûr, essentiels. Français maths, j'essaie de garder des groupes de niveau. Mais par exemple, dans les disciplines comme questionner le monde ou histoire, géographie, découverte du monde, j'essaie d'alterner aussi par affinité. Donc, c'est vraiment un facteur de motivation pour eux. Et ça les enferme pas dans les groupes. Ouais, super intéressant. Et du coup, en termes de gestion de classe, tu dirais que tu t'en sors bien ou est-ce que tu as des enjeux aussi à ce niveau-là, dans les groupes, ouais, la façon dont ça se passe dans ta classe? Euh, Au-delà de la différenciation, du coup, Ouais, ou dans... vraiment, je rebondis parce que tu dis que tu crées des groupes qui sont à la fois, peuvent être parfois des groupes de niveau, parfois des groupes d'affinité. Donc, ça me fait me dire que ça pose aussi la question de comment tu gères euh, le relationnel en fait au sein de la classe et la façon dont ça peut interférer ou non avec le cours. Et de manière générale, voilà, la gestion de classe, est-ce que ça c'est quelque chose qui toi te pose des difficultés ou au contraire tu sens que tu as une relation, tu as réussi à instaurer une relation de confiance rapidement avec ta classe? Comment ça s'est passé pour toi cette année? euh, alors, globalement, ça s'est bien passé. Je pense qu'il a fallu quand même toute la première période pour voir un peu. Je pense que tout au long de la période, au moins jusqu'à la fin de première période, les élèves sont vraiment dans la phase test. Ils testent nos limites, voir par exemple à quel point on tolère le bruit, à quel point ben, Alain, du coup. Donc c'est vraiment, on passe des tests en fait. On ne sait pas, mais on passe des tests. Et donc tout au long de la première période, donc on les a vraiment construites ensemble au fur et à mesure. On m'avait conseillé et effectivement ça a plutôt bien fonctionné. Ça sert à rien d'arriver le 1er septembre, d'après ce qu'on m'avait dit, et je l'ai vécu aussi comme ça, en disant, bah voilà les règles de vie. Donc, ben, on ne se déplace pas sans demander l'autorisation, on ne parle pas, on lève la main pour prendre la parole. Donc, je ne suis vraiment pas arrivée avec mes règles déjà faites. On les a vraiment construites
ensemble tout au long de la première période. Donc, ça a pris beaucoup de temps sur les apprentissages, mais on m'avait dit que la première période, bon, c'est vraiment de l'encadrement et, euh, et rien que de l'encadrement. On se fixe Et vraiment comment, des tâches. En fait, dès la première période, on instaure les bases, les habitudes de travail qui vont permettre tout au long de l'année que ça se passe de mieux en mieux et de gagner du temps ensuite. génial. Et comment tes élèves ont réagi au fait que tu co-construises les règles avec eux? Parce qu'ils sont quand même petits en CE1. Est-ce qu'ils ont apprécié? Ils ont compris? CE2 et du coup, ils ont beaucoup CE2, apprécié oui. et ils adorent être responsabilisés. Et du coup, ça donne encore plus de sens parce que ben, ils se sentent en charge d'une mission. Ils disent, ben, l'année prochaine, c'est le CM1, donc ils se mettent vraiment dans le réfléchir à ce qui est mieux pour le collectif et pas forcément mieux pour soi. Hmm. Donc ça a plutôt bien. Et aujourd'hui encore, ça se passe bien. Après, dans ma question de classe, j'avais lu un livre, c'est 150 questions, réponses sur la gestion de classe en fait. Donc il y a plein de choses intéressantes là-dessus, si ça peut aider certains. Tu dis que ça s'appelle comment? 150 réponses sur la gestion de classe, c'est ça? 50, je regarde sur mon ordi si je retrouve. Oui, 150 questions-réponses sur la gestion de la classe. Ok, super intéressant. Bah, ça rejoint d'ailleurs, il y avait une question sur les livres que tu pouvais conseiller pour un jeune professeur des écoles. Celui-là m'a l'air d'être un des premiers, Oui, une j'ai ressource lu assez utile. celui-ci. Ah, on a perdu Un autre livre Victoria, mais conseillé, ça vient de Canopée, je crois. Et c'est vrai que c'est super agréable à lire. Et ça donne des pistes de résolution sur l'attention des élèves. tu peux Parce redire, que parfois, s'il ben, te plaît, parce que ça a coupé. pour le deuxième livre, Oui, l'attention, ça s'apprend. Je l'ai l'attention, pas... ça s'apprend. Et il y en a un troisième que j'avais pris pour... c'est comme un poisson dans ma classe. Ah, c'est rigolo. Oui. Donc Donc, du pareil coup, sur comment gérer la classe. oui, et il y a... Pardon, je t'ai coupé. Tu allais parler de ce troisième. Je crois que ça coupe. Vous m'entendez bien? Ouais, j'ai l'impression que ça a coupé. J'ai pas entendu ce que tu disais sur le troisième livre, comme un poisson dans ma classe. Oui, que du coup, ben, ça pouvait répondre à certaines interrogations et que ça aide également sur la différenciation. Donc, si certains se posent encore des questions, c'est un livre qui est sympa. Et sur la différenciation, j'avais pris également comment différencier la pédagogie. Génial. Ah ouais, en fait, tu as plein de livres. Tu t'es bien préparé aussi de ton côté avec des livres avant ta rentrée. Oui, oui, bah, quand j'ai su que j'étais en CE2, j'ai une bibliothèque dans le coin, le plein de bouquins. Génial. Merci pour ces conseils. Il y a une question dans le chat, c'est à quel point est-ce que tu es libre de tes supports de cours et à quel point est-ce que tu dois suivre à la lettre des choses que te donnerait l'éducation nationale. Tu as un petit peu répondu tout à l'heure avec les progressions, mais peut-être par rapport aux supports et aux documents que tu utilises. Quel degré de liberté as-tu dans ta classe? Euh, Totale liberté. Après, bien sûr, il faut être en accord avec les programmes. Donc, toujours avant de préparer sa séquence, de voir si c'est bien dans le programme du cycle dans lequel vous êtes. Après, je me suis également rendu compte tout au long de cette année, on est vraiment par cycle et je pense que c'est important de voir quand vous arrivez dans l'établissement s'il existe des programmations de progression, programmation de cycle. Parce que parfois, c'est ce qu'on fait lors des conseils avec les collègues, les concertations du mercredi. Ils travaillent sur des progressions et du coup, on peut s'en appuyer. Par exemple, le portrait, si c'est bien travaillé en CE1, ben, c'est pas forcément utile de le refaire en CE2 et en CE2, on travaillera par exemple la lettre. Donc, ça peut être Hmm, intéressant de voir si dans votre école, il y a des progression et programmation par cycle. Ça peut être un point d'appui pour préparer ces séances du coup. Et sinon, oui, au niveau de mes supports, j'ai vraiment que c'est en accord avec les...
Ok, merci. C'est bon, Il j'y y a une question. Ah, réfléchis pardon. en même temps à mesure. Par rapport à mes supports, j'utilise beaucoup la littérature de jeunesse. Je le faisais pas du tout lors de mes suppléances, mais l'année de PS, on est beaucoup en formation et on a présenté une bibliothèque de livres et il y a un livre incroyable qu'on peut utiliser et qui sert vraiment aux apprentis. Donc j'avais trouvé également un site, je peux peut-être le rechercher, vous l'envoyer si vous voulez le diffuser. Mais c'était vraiment l'intitulé des livres et c'était une amorce ou une conclusion, mais c'est vraiment ça enrôle vraiment les élèves dans la tâche pour le coup. Ok, merci. Donc effectivement, beaucoup de liberté dans tes supports et le choix de la littérature jeunesse que tu souhaites. Si je résume un petit peu ce que... Oui. Génial. Est-ce que tu as une journée type, tu dirais? On a un peu parlé des différents éléments de ta vie de professeur des écoles, les supports, ta manière de préparer les cours, ta manière de gérer ta classe, ta manière ta relation avec les parents, avec tes collègues. On a parlé de tout ça. Et est-ce que finalement, quel est le quotidien d'un professeur des écoles? Est-ce qu'il y a une journée type d'un professeur des écoles? Alors, il y a une journée type sur le papier. Non. Allô? Vous m'entendez bien? Alors, ça a sauté. Tu étais en train de commencer ta réponse. Oui, je disais qu'il y a une journée type sur le papier avec tout ce qu'on prépare. Alors, je pourrais peut-être dire que il y a peut-être eu 4 ou 5 fois depuis le début de l'année où ma journée s'est vraiment passée comme j'espérais. Après, il y a toujours des aléas du quotidien qu'on doit prendre en compte et du coup, ben, ça demande des adaptations. Ou mon problème aussi cette année, c'était mes séances à rallonge. Donc j'en mettais trop dans mes séances et mes élèves, ben, au bout d'un moment, ils en avaient marre, ils décrochaient. Je leur en demandais trop. Donc on m'a vraiment conseillé de faire des séances plus courtes et de cibler vraiment un objectif. J'avais tendance à mettre 2 ou 3 objectifs dans une même séance et finalement on se retrouve le matin à avoir fait 2 séances. Donc donc c'est vraiment un point sur lequel j'ai beaucoup travaillé cette année. Et je pense qu'on est vite pris par le temps, on veut répondre à toutes les questions et finalement ben, on répond à aucun objectif en voulant en prendre plusieurs à la fois. Donc c'est un autre conseil que je pourrais donner, c'est vraiment travailler un objectif à la fois. Super intéressant. Et d'ailleurs, un conseil qui peut aider aussi les personnes qui préparent le concours, parce que cette année, donc avec le nouveau concours, on est amené à beaucoup présenter des propositions de séances et de séquences, peut-être même plus qu'à ton époque dans l'ancienne version. On se projette encore plus sur le métier de professeur et c'est vrai que ça fait partie des choses sur lesquelles vous êtes évalué. C'est à quel point est-ce que vous êtes réaliste dans les objectifs que vous fixez pour votre séance et les activités qui y sont associées. Donc, ce conseil est excellent à la fois pour les professeurs des écoles et pour les candidats parmi nous. Oui, bon après si ça peut rassurer, je me suis renseignée auprès de mes collègues et le temps c'est vraiment une problématique qui demeure même après 20-30 ans d'expérience. Oui, c'est le mythe à la peau dure que les professeurs ont beaucoup de temps libre et peuvent recycler leurs cours, mais comme tu disais tout à l'heure, en fait, toujours des choses nouvelles, on a toujours des surprises et du coup, en fait, il y a toujours beaucoup de travail. Avec la Covid, ça a été encore plus compliqué. Mais on a l'impression Ouais. qu'on ressort. T'as l'impression que quoi? Que ça passe un peu, qu'on peut quand même, là on va pouvoir faire la fête de l'école, alors que l'année dernière c'était que sur vidéo. Donc c'est vrai que c'est des réalités. La relation avec les parents, du coup, c'était plus compliqué de pouvoir les voir. Vraiment compliqué même pour les parents. J'étais en maternelle l'année dernière. Les parents rentraient dans l'école. Ben, là, avec les restrictions, ils ne pouvaient plus rentrer dans l'école, donc c'était vraiment dur pour eux. Mais là, ça va mieux. Ouais, ah, c'est vrai que tu as connu la période Covid à l'école qui était un grand défi et c'est bien que maintenant on en sorte un petit peu et que tu dises que tu vois que c'est en train de s'alléger aussi pour les Oui, futurs professeurs des écoles, c'est rassurant. il n'y a plus tout le temps. Bon, il y a le gel, bien sûr, on passe au gel, mais avant, il y avait un temps dédié pour les toilettes. Il fallait aucun gel. Enfin, c'était vraiment compliqué à gérer. Donc, on va dire qu'il y a ce stress en moins. Ouais, heureusement, t'as pas besoin de stress en plus.
Il y a deux questions dans le chat que je voudrais te soumettre. Alors, il y en a une qui est un petit peu délicate, je te préviens, mais qui effectivement rejoint une pareille idée que peut-être on se fait beaucoup ou des choses qu'on dit du métier. Je pense que c'est aussi utile d'avoir ton idée dessus si tu te sens à l'aise d'y répondre. Donc, des professeurs se plaignent parfois du manque de soutien de la part de leur hiérarchie ou d'un manque de moyens. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que toi tu ressens? Alors évidemment, l'idée n'est pas de dire que tu accables qui que ce soit dans ton entourage, mais est-ce que tu as ressenti, disons, de manière générale, parfois une petite frustration? Et comment, surtout, ce qui m'intéresse, c'est quelles ressources tu trouves aussi quand peut-être tu peux sentir un manque de moyens ou un manque d'aide pour pallier à ça et finalement quand même arriver à aider tes élèves. C'est le but. Un manque de moyens par rapport à quoi, du coup? Par rapport à un élève qui aurait une situation de handicap ou vraiment moyens matériels? Écoute, la question de la personne dans le chat n'est pas plus précise que ça. Donc, peut-être si tu as un exemple concret qui te vient en tête et de un moment où tu as ressenti un manque de moyens et de la manière dont toi, tu as pu trouver des ressources pour te débrouiller et arriver à régler la situation, ça serait intéressant. Ouais. Alors déjà, du coup, la première question, est-ce que je me suis sentie, est-ce que j'étais épaulée? C'était ça la question? Ouais. Alors du coup, c'est un avantage dans le privé, c'est que notre responsable hiérarchique, c'est le directeur de l'école, le chef d'établissement. Donc on a vraiment un contact direct au quotidien et je trouve ça vraiment bien parce que au début, on a une question, on ne sait pas vraiment vers qui se tourner. Dans le public, je crois que c'est l'UN, le responsable. Ouais. Donc, il est sur plusieurs écoles, donc c'est plus compliqué de le joindre, il n'est pas sur place. Et le fait d'avoir vraiment le chef d'établissement dans l'école, c'est vraiment un rapport privilégié. Et ça m'a aidé dans mes 3 années de suppléance. Donc ça, c'est vraiment bien et ça permet vraiment d'évoluer et d'être épaulé. Donc ça, c'était pour la première partie de la question. Et pour la deuxième, les ressources que j'ai trouvées, j'ai fait beaucoup de formations canadiennes pour les élèves en difficulté. Par exemple, les élèves 10, c'est une élève qui est 10 dans ma classe. Et donc, quand on débute, on ne sait pas vraiment comment je vais pouvoir l'aider, qu'est-ce que je peux mettre en place. Donc, je me suis vraiment saisie des formations au canopé. Il y a également, quand on peut avoir l'adresse académique, on peut s'inscrire sur des formations magistérées en fonction des départements. Et on retrouve vraiment plein de choses pour se former. Et ça aide beaucoup. Et la ressource la plus importante, c'est les collègues. Hmm. On pose des questions, ils ont l'expérience. Parfois même, quand on prend les collègues des années précédentes, ils connaissent l'élève aussi en question. Donc c'est vraiment intéressant et enrichissant de pouvoir voir ce qu'elles ont fait, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, de s'en inspirer ou de proposer de nouvelles choses. J'espère avoir répondu Génial. à la question. Ok, super intéressant. Donc, même si ouais, écoute, en tout cas, de ce que j'ai compris de la question, qui était une question importante, hein, parce que beaucoup de personnes se la posent. Et la deuxième question que j'ai repérée dans le chat que je voulais te transmettre, c'était, donc là, on revient un petit peu sur tes pratiques de classe. Est-ce que tu as des rituels que tu mets en place avec tes élèves? Ça, c'est une question qui peut aussi intéresser les personnes qui préparent le concours. Parce que pareil, quand on présente une séance ou une séquence en condition de concours dans une épreuve, les rituels font partie intégrante d'une bonne séance ou d'une bonne séquence. Est-ce que toi, tu as des exemples concrets de tes rituels en classe? Oui, alors par exemple, si je prends le matin, alors, au début de l'année, j'en avais pas du tout. Et j'ai commencé fin de période 2, on va dire, début de période 3. J'ai utilisé en fait ce que je remarquais qu'ils avaient comme difficulté. Donc par exemple, en CE2, ils ne savaient toujours pas répondre par une phrase en reprenant les mots de la question, en utilisant les petits mots au quart. Donc on a travaillé à partir de un jour une question avec des questions de Lumi, le site. Donc c'était des questions intéressantes. J'ai beaucoup travaillé sur la rubrique environnement. Parce que du coup, dans mon école, on travaille beaucoup sur le développement durable. Donc ça vient au projet d'école en même temps. Et du coup, à partir de ces vidéos-là, on posait une question et les élèves devaient trouver des éléments de réponse. Et du coup, les vidéos apportaient des éléments. On a vraiment, du coup, toute une période, on a vraiment eu pendant une période un rituel sur la structure de comment répondre à une question. Là, en ce moment, on est sur un jour un problème, parce que la résolution de problème, c'est aussi compliqué. Et du coup, de mettre
des petits rituels sur des choses du quotidien, ça les aide ensuite dans les apprentissages. Et aujourd'hui, ils sont même en demande. On a une journée un peu compliquée, bon, on se dit, on va pas faire le rituel parce que sinon on n'aura pas le temps de faire ça. On a une sortie ou quoi. Et finalement, les élèves sont, on n'a pas fait le problème du jour. Donc ils sont vraiment en demande et encore en CE2, ils ont besoin de repères. C'est génial. Ah ouais, c'est hyper agréable, j'imagine, pour toi de voir que ça s'est vraiment inscrit et qu'ils les réclament quand on ne peut pas les faire. Puis ça marche bien, ils sont contents de les faire, ils s'y prêtent vraiment. Ils s'y prêtent vraiment. Là, on est vraiment sur l'autocorrection, apprendre à se corriger seul. Donc il y a aussi un élève qui corrige à ma place. Du coup, ils sont vraiment enrôlés dans la tâche et ils prennent beaucoup de plaisir à travailler, du coup, finalement. Génial. Ouais, en plus, c'est valorisant et responsabilisant pour des enfants de cet âge-là. Ça les fait grandir aussi et s'approprier un petit peu les apprentissages. Complètement. Ouais. Mm. Génial. On avait une autre question, on vient un petit peu sur ta vie de préparationnaire du concours. Je pense que pas mal de personnes qui nous suivent sont dans cette phase-là. Est-ce que tu étais encore en poste et encore suppléante pendant ta préparation du CRPE? Et si oui, comment est-ce que tu as fait pour jongler entre les deux et tout caler dans ton emploi du temps? Alors oui, du coup, j'étais en poste. J'étais en poste à temps septembre à décembre et ensuite à mi-temps. Donc ça, à partir de janvier, ça m'a dégagé pas mal de temps pour avoir 2 jours par semaine pour travailler. J'avais en moyenne, je travaillais 12 heures par semaine et beaucoup le week-end surtout. Les cours d'objectif CRPE. J'avais vraiment comme ligne conductrice de ne pas louper les cours du soir à 20 heures. Donc j'organisais ma journée pour ne pas avoir de live à rattraper et vraiment de travailler les points sur lesquels je voulais revenir pour préparer mes fiches de révision pour le PS et mon dossier pour l'oral. Donc c'était en moyenne 12 heures par semaine et j'accordais beaucoup de temps du coup le week-end pour le concours. Ok. Ah, Tard, je super intéressant. dis pas que ça fait beaucoup de temps, ça a été une année compliquée, mais bon après aujourd'hui quand on l'a, on est content de l'avoir, on est satisfait d'avoir fourni le travail qu'on a fait, même si c'était intense. C'est une longue journée, mais du coup quand même réussi à tout caser. Donc voilà. Bravo pour ça. C'est une année, l'année de préparation, et c'est une année effectivement super dense. Tu parles de 12 heures de travail par semaine. C'est effectivement ce qu'on observe en moyenne. Alors, toutes les situations sont différentes, mais difficile de faire moins, surtout enfin, en fonction de quand on commence aussi, mais quand on commence un an avant, voilà, c'est difficile de faire moins que ça. Donc c'est bien que tu aies réussi à trouver ce rythme et garder le rythme des lives aussi qui t'aide à te structurer. Oui, c'est Euh, ça. Dégager du temps aussi professionnellement pour ça. Oui. Quelle aurait été, alors je prends une question du chat, mais je me permets d'ajouter quelque chose, ça m'a donné une idée. Quel aurait été le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne avant ton année prépa? Et quel aurait été, ça c'est la question du chat, le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne au début de ton année de professeur des écoles? Avant mon année de prépa, Ouais, pour ta prépa ou pour ton concours. Et la même question pour ton année de professeur des écoles. pour mon année de professeur des écoles, le conseil que j'aurais aimé c'est de vraiment ne pas se mettre la pression des programmes et de se dire, il faut que je fasse toutes les notions avant la fin de l'année parce que sinon ça va pas, j'ai pas fait mon travail correctement. Mais vraiment ça sert à rien de griller des étapes. On est là vraiment pour leur faire apprendre des choses et donc vraiment de se laisser le temps. Donc vraiment de prendre objectif par objectif, ne pas se mettre la pression du temps parce que au final, c'est stressant pour nous et pour lui. J'ai voulu faire beaucoup trop de choses en début d'année et je l'ai ressenti tout de suite. Déjà dans ma propre posture, quand j'étais stressée constamment et je le ressentais aussi sur eux que je leur en demandais beaucoup trop. Donc vraiment de se poser et de prendre le temps. Et en prenant justement le temps qu'on fera mieux, je pense. Ok, super. Et pour ton année de prépa ou ton concours, est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne? Je dirais peut-être
euh, de ne pas se laisser déstabiliser par rapport aux autres. Parce que du coup, ben, parfois, on se rendait compte que, enfin, je me suis rendu compte que c'est que moi. Et donc, on se dit, ben, c'est foutu. Ils travaillent beaucoup plus, ils ont plus le temps de travailler. Donc, ben, on a un peu. Ils sont pas privilégiés parce qu'ils travaillent, donc ça le réduit, mais on a l'impression de partir un peu avec un peu en avance. Mais le Mm. conseil qu'on dit, ben, c'est non, ne lâche pas, parce que comment ils travaillent, de la manière dont ils travaillent. Si ça se trouve, ils travaillent beaucoup plus, mais ils sont dérangés tous les quarts d'heure et du coup, c'est bénéfique. Et donc, pas se fier, de ne pas se comparer aux autres, du moins. Mm. J'ai eu des retours de ben, ça s'est super bien passé, mais le jury est très froid. Et finalement, ben, c'était l'inverse, ça s'est pas bien passé. Et de vraiment pas se fier à ce qu'on peut dire, mais vraiment de se concentrer à sa propre pratique et son propre ressenti surtout. Génial, merci. Est-ce que tu as dans ton entourage, je pense pas que ce soit ton cas, des enfants en bas âge, des personnes qui ont des enfants en bas âge et qui ont dû préparer le concours et travailler en conciliant une vie de famille avec leur prépa? Alors moi, non, du coup, je n'ai pas d'enfant. Euh, mais dans les PS de cette année, je crois être la seule. On est deux, je crois, à ne pas avoir d'enfant. Ah ouais. Donc vraiment, vous vous posez la question par rapport. Bah, j'ai des enfants, donc j'ai moins de temps. Oui, vous avez moins de temps, je pense, mais ça veut dire que vous ne pouvez pas y arriver. Au contraire, parce qu'on retrouve beaucoup de personnes en professionnel ou des personnes qui ont des enfants en bas âge et c'est quand même le moyen d'y arriver. Donc ne baissez surtout pas les bras et continuez. Ouais, je me permettrais d'ajouter aussi que nous, chez Objectif CRPE, une immense majorité, je crois que c'est que 70% peut-être de nos élèves chaque année ont des enfants. Et y arrive. Donc voilà, il faut y croire aussi. Il faut pas. Ça demande un petit peu d'organisation, de concilier ça avec une vie de famille, avec une vie professionnelle aussi, et les deux. Donc, mais c'est loin d'être impossible. Et aussi, vous êtes loin, si c'est votre cas, d'être les seuls. Et comme disait Victoria au début du live, il y a beaucoup d'occasions d'échange. Il me semble que tu as eu beaucoup d'occasions d'échanger avec d'autres personnes de ta promo. Peut-être des Oui, personnes qui étaient près de chez toi aussi pour un peu vous soutenir et vous donner des conseils. oui, tout à fait, oui. Et je rebondis juste sur les parents. Parfois, ça peut être un plus. Parce que du coup, si vous avez des enfants en bas âge, vous voyez un peu les méthodes de certains enseignants, enseignantes, certains enseignants, certaines enseignantes. Et du coup, ça peut vous inspirer dans votre propre pratique. Donc, ça peut Ah, être un peu des enfants. bien vu, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. À travers les enseignants de vos enfants, peut-être glaner quelques idées pour le concours. Donc, complètement. Intéressant, ouais. On arrive vers la fin de ce live, hein. Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, mais personnellement, je vois pas le temps passer. C'est super intéressant. Donc, deux petites questions. Et puis, si dans le chat, il y a des personnes qui ont des questions de dernière minute, c'est le moment. Euh, qu'est-ce que tu as le plus aimé cette année? C'est ma première question. Qu'est-ce qui t'a rendue heureuse et épanouie dans ton année de professeur des écoles? Ce qui m'a rendue le plus heureuse, je dirais, c'est de les voir progresser. Ils sont arrivés du C1, ils étaient tout petits. Et finalement, là, on arrive en fin d'année et on voit à quel point ils ont évolué dans les apprentissages, dans les choses qu'on apprend. Parfois, on voit que ça fait écho. On est sur tout un autre thème et finalement, ils vont nous dire ah bah oui, on a vu ça. Donc, c'est vraiment de voir que finalement, les choses qu'on fait avec eux, ben, ça les marque. Cette année, en projet musique, on a créé une chanson à partir de Plus bonheur du monde. Donc, on a revisité la chanson et ses propres paroles. Et du coup, quand on parle de l'année scolaire, régulièrement sur le tapis, ah ben nous, on a créé ça et on a aimé parce que. Donc, c'est vraiment de voir tout ce qu'on peut leur apporter. Qui reste en eux, comment ils se les notions et ce qu'on fait, et de voir comment ils évoluent un peu grâce à nous. Et un peu parce que on fait beaucoup partie de leur vie, donc c'est important tout ce qu'on fait avec eux. Et l'autre partie, bien sûr, c'est les parents. Donc, d'où l'importance de relation de confiance dès le début d'année. Génial. Ah, plein de choses. Plein de choses te rendent heureuse. Ça me, ça fait plaisir à entendre.
Et peut-être la dernière question, quels sont tes projets pour l'année prochaine en tant qu'enseignante? Est-ce qu'il y a des choses qui te tiennent à cœur que tu auras envie de tester avec tes classes, des idées que tu as pour l'avenir dans ta pratique d'enseignante? Alors du coup, des projets, j'en ai, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué à ce stade parce qu'on ne sait pas où on sera. Donc ça ira mieux en juillet quand j'aurai mon affectation. Mais là, tout de suite, si on me disait l'année prochaine, tu as de nouveau un CE2, on devrait instaurer des ateliers, comme on peut voir en maternelle, les ateliers tournants. J'aimerais les mettre en place du coup avec en CE2. Donc justement pour travailler sur la question, pour travailler les groupes, travail de groupe, parce que c'est pas évident. Cette année, je les ai eu en CE2. Ils n'avaient jamais travaillé en groupe apparemment. Donc ça a Ah vraiment ouais. été ça et ils ne savent pas travailler en groupe. On se rend pas compte, on pense que c'est simple d'échanger ses idées, d'argumenter. On pense que c'est inné en fait. Et ça a été vraiment un travail où on a appris, on a utilisé du coup des cartes. Donc, avec un élève qui devait écrire, un élève responsable du temps. Donc vraiment dans le de devoir les responsabiliser. Et donc j'aimerais mettre ça en place en atelier tournant. Ok, bah, beau projet. J'espère que tu pourras le concrétiser, quelle que soit ton affectation, quelle que soit ta classe. Oui, j'espère. Euh, On croise les doigts pour toi et pour que tu aies une affectation qui te plaise, du coup, qui soit dans une classe et un établissement qui te plaise. Oui, c'est gentil. Super. On arrive à la fin de ce live. Alors, je regarde rapidement s'il y a quelques questions peut-être du chat auxquelles on n'a pas répondu. Il y a eu des questions qui sont peut-être moins directement adressées à toi, Victoria, auxquelles je vais essayer d'apporter une réponse. Donc, une question sur quelqu'un qui a un entretien Versailles, sous-entendu en tant que contractuel, si j'ai bien compris. Par contre, si vous pouvez préciser votre question, vous demandez ce qu'on peut vous conseiller de dire à l'entretien. Si vous pouvez préciser votre question, est-ce que c'est sur votre motivation, sur votre parcours? Voilà, peut-être qu'on pourrait vous donner plus de détails. J'ai vu quelques questions sur la manière de passer le concours. Est-ce qu'on peut le passer en situation de handicap, quand on est à ESH, en interne? Alors, pour tout ça, je vous invite à aller sur la page YouTube de Objectif CRPE. Et vous pouvez aussi, dans le lien de la bio, trouver tous les liens. On fait régulièrement des lives qui s'appellent Devenir professeur des écoles, où on donne justement toutes ces explications sur le concours, les différentes modalités, les épreuves du nouveau concours, voilà, qui vous permettront de répondre à ces questions-là, auxquelles Victoria peut moins facilement répondre. Hein. Elle, c'est plutôt vous donner son ressenti et son vécu à elle qu'elle peut faire. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir sur la page YouTube Objectif CRPE pour tous ces détails liés au concours et à la prépa. On a une question. Peux-tu rappeler tes ressources EduSchool? Donc, tu avais cité 3 livres. Est-ce que tu peux redonner les titres, s'il te plaît, Victoria? Et je vais les écrire en même temps dans le chat. Comment différencier la pédagogie? C'est bon pour le premier, je Comment crois. différencier? Alors, on t'entend plus. Comment différencier la pédagogie, c'est ça? Oui, comment différencier cycle 2 et 3 du coup. Ouais. Comme un poisson dans ma classe, Ok. Le il y a à gérer la différence. Après, il y avait le 150 questions-réponses sur la gestion de classe. Ah, attends, parce que J'ai donné la aussi, je personne crois, demandait. Ah, zut, on t'entend plus. Euh, Quel était le dernier titre du livre? comme un poisson dans ma classe. Ouais, et ensuite? L'attention, ça s'apprend. L'attention, ça s'apprend. Voilà. Et ensuite, les sites internet que tu as évoqués. EduSchool, c'est le site internet de référence pour trouver les programmes et les progressions, donc pour préparer ses cours. Et tu as également évoqué voilà, Canopé, qui est un portail de formation que tu utilises beaucoup, non, il me semble, Victoria? Oui, il y a des formations à distance, des formations en présentiel. Là, la dernière que j'ai réalisée, c'est le conflit ukrainien qui s'invite à l'école. Donc, du coup, on a dans notre école des élèves qui arrivent du coup. Et donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué de se dire bah, comment on va les accueillir, quelles sont les ressources. Et donc, Canopé a fait une formation là-dessus et c'était hyper intéressant. Il y a également eu des ressources.
pour aider les enseignants à les accueillir du mieux possible. Donc, n'hésitez pas à vous saisir de ces ressources. Et j'utilise aussi Magistery. Ah oui, magistère. Mais ça, c'est uniquement pour les enseignants déjà en poste, il me semble. Ce qui est quand même l'essentiel. Canopée, je crois que c'est plus accessible. Mais effectivement, magistère donne beaucoup de formations aussi aux enseignants au cours de l'année. C'est ça. Ok, super. J'ai l'impression qu'on est au bout des questions, il me semble. J'espère vraiment qu'on n'en a pas oublié. Si on a oublié votre question, n'hésitez pas à nous envoyer en réponse à une story ou un petit mail. Toutes les informations de contact sont sur le site internet d'Objectif CRPE que vous pouvez retrouver dans la bio. Donc voilà, si après ce live, vous avez à nouveau des questions pour Victoria ou pour nous concernant le concours, concernant le métier de professeur, on sera vraiment très content d'y répondre. Le live sur YouTube auquel je faisais référence pour savoir plus sur le concours, c'est sur la chaîne Objectif CRPE, le live Devenir professeur des écoles. Et vous avez le lien dans la bio. Voilà, Victoria, il me reste qu'à te remercier du fond du cœur de ce témoignage qui était vraiment passionnant. La connexion n'était pas trop de notre côté malheureusement, mais on y est arrivé. J'ai l'impression que ça a fonctionné quand même. Oui. En tout cas, un grand merci Victoria. Je passe un petit mot de la fin pour terminer ce live. C'est gentil. Ben, en tout cas, j'espère avoir répondu le plus possible à vos questions, d'avoir rassuré certains. Comme je l'ai dit, je ne sais pas si je l'ai dit d'ailleurs, j'ai passé le concours 5 fois et je l'ai eu au bout de la 5e fois. Donc, vraiment, c'est une phrase qu'on répète beaucoup. On se dit à la fin, ben, voilà, on nous la répète beaucoup, mais c'est pas forcément, on l'écoute pas vraiment, mais vraiment croire en soi. Vraiment, au bout des choses, c'est important. Donc, je vous souhaite bon courage pour la suite, ceux qui n'ont pas fait les oraux. Et j'espère que vous serez tous admis. Je l'espère aussi. Bravo pour cette belle réussite et pour ta belle 3e année, mes premières années de professeur titulaire. Et puis on se dit à très bientôt et merci à tous ceux qui nous ont suivis, qui nous ont posé toutes leurs questions. On était ravis de passer ce moment avec vous. Je vous confirme ici, répondre par mail, il n'y a pas Ok, bon, écoute, si j'ai des questions pour toi, je te transmettrai s'il y a d'autres questions qui arrivent après. C'est très gentil. de Merci beaucoup, Victoria. bientôt. Bonne continuation. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.